pour l'introduction. Donc en fait, la recherche que je vous présente est vraiment intrinsèquement liée à ma recherche de mémoire que j'ai effectuée en juin 2024 sous la promotion du professeur Thibaut Philippette à l'UC Louvain. Et donc je me suis interrogée justement sur les réceptions féminines de genre dans le jeu de société Call to Adventure. En fait, le constat duquel je suis partie, c'est déjà que les jeux de plateau sont des médias à part entière qui véhiculent justement des représentations dans lesquelles il y a justement une visualisation des différents rapports de pouvoir qui peuvent exister, mais aussi différents stéréotypes pouvant entretenir ces mêmes rapports de pouvoir. Donc Call to Adventure, c'est un jeu Heroic Fantasy. C'est pour ça que je suis partie de ce jeu, parce que il y a des codes très spécifiques dans la narration de ce type de jeu. Et en fait, le jeu en lui-même est construit autour du fait de pouvoir raconter, de pouvoir construire l'identité de son personnage à travers différents archétypes, mais je vais y revenir par la suite. Et donc, le problème que je soulevais par rapport à ça, c'était la manière dont le genre est représenté dans le jeu, mais surtout comment les jeunes femmes le reçoivent. Donc je me demandais si elles étaient en opposition par rapport aux différentes représentations face auxquelles elles pouvaient être confrontées, ou plutôt en acceptation, ou si justement on était sur des postures beaucoup plus négociées. Et donc, je voulais justement comprendre ça à travers une analyse de contenu du genre lui-même, mais aussi une étude de réception. Donc le jeu, pour vous le présenter rapidement pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'agit de Call to Adventure Epic Origins. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu narratif. Comment se déroule une partie de ce jeu? Vous avez en fait un plateau avec 3 actes. Le premier acte lié à l'origine de votre personnage, le deuxième à la classe de votre personnage, et le troisième, le destin. Le destin, il n'est connu que par le ou la joueuse qui tire une carte destin qu'il cache des autres joueuses. Et donc, son objectif, c'est de construire à travers les autres actes une narration qui va justement en parallèle de l'objectif de son destin. Et donc, ce jeu, il est d'une grande richesse iconographique parce que sur chaque carte, vous avez le titre de la carte qui est souvent soit un archétype ou alors une action performée par des personnages. Mais avec ça, vous avez justement une représentation iconographique très riche liée aux différents avantages ou désavantages que les cartes vous confèrent. Et pour en fait pouvoir construire votre personnage, vous devez réussir des défis. Ça, c'est vraiment un jeu lié à la mécanique de lancement de dés, mais je ne vais pas vraiment m'étaler là-dessus parce que c'était pas vraiment le centre justement de cette recherche. Et donc, pour justement me poser une question en lien avec tout ça, je me suis demandé, en tenant compte de la fréquence des représentations féminines et des stéréotypes de genre, quel positionnement adoptent les étudiantes? Donc on était sur un échantillon de 12 femmes entre 18 et 25 ans, dans la réception des représentations genrées du contenu iconographique des jeux de plateau. Pour le cadre conceptuel et théorique, si certaines personnes ont des questions, je pourrais y répondre par la suite. Mais en bref, je me suis positionnée sur la théorie de la critical media literacy de Kellner et Scher, à savoir le fait que justement les médias véhiculent des idéologies, sont construits de biais et montrent différents rapports de pouvoir qu'il est intéressant de pouvoir justement déconstruire afin de les mettre en exergue pour être dans des réceptions conscientes de ce qu'il se passe. Par rapport à tout ce qui était théorie de la réception, je me suis plutôt positionnée sur Hall avec sa théorie de la réception négociée. Et ensuite, pour tout ce qui était lié vraiment au genre en lui-même, je me suis positionnée premièrement sur la typologie des stéréotypes de Kate, que je vous invite vraiment à consulter parce qu'elle est très pratique quand il s'agit de construire des outils liés justement à l'analyse de contenu genré, et aux théories de réception féministe d'Herzog. Mes hypothèses, elles étaient en fait beaucoup basées sur la littérature que j'ai pu trouver, à savoir que les personnages masculins sont surreprésentés dans la majorité des jeux de société, jeux vidéo, mais aussi qu'il y a une conformité avec certains stéréotypes de genre. J'ai vraiment dû sélectionner certains stéréotypes de genre afin de pouvoir valider ou infirmer mes différentes hypothèses. Donc j'ai sélectionné le fait que les personnages masculins seraient plus dans des fonctions guerrières, que les personnages féminins seraient davantage sexualisés, que les personnages masculins auraient une musculature plus développée, les personnages féminins seraient plus dans des notions de soins, de care, domestiques liés aux enfants, liés à la maternité ou autres, et ensuite que les personnages féminins sont davantage représentés avec des objets ornementaux,
Pour construire ces hypothèses, je me suis vraiment fixée sur la typologie de Kite parce qu'il présente justement certains attributs liés aux stéréotypes de genre spécifiques, à savoir que par exemple les femmes sont plus intéressées de manière stéréotypée par la mode, et donc c'est pour ça qu'on avait par exemple la cinquième hypothèse sur le fait qu'elles auraient plus d'objets ornementaux, en ce compris des bijoux, des ceintures, des chapeaux, enfin plus de complexité dans le style vestimentaire. Et puis on avait les deux autres hypothèses vraiment liées à la réception, à savoir le fait que la réception dépend des similitudes physiques entre les cartes et les joueuses, et ensuite que s'il y avait critique, elle s'appuierait sur la critique des stéréotypes dans une réception négociée. Donc, je vous ai parlé vite fait de la méthodologie, mais je me suis vraiment basée sur deux temps. Le premier, une analyse de contenu. Pour l'analyse de contenu, et c'est ça en fait vraiment, je trouve, l'apport méthodologique de cette recherche, c'est la construction de cette grille pour pouvoir analyser en fait les contenus heroic fantasy sous le prisme du genre, parce qu'il y avait le croisement en fait de 4 différentes typologies, ou en tout cas différents types d'analyse, à savoir, comme je vous l'ai dit, ce que Kite a apporté par rapport au genre. Il y avait ensuite ce que Gordon a apporté, cité par Chauchat. Il y avait en fait 8 catégories, enfin 8 points pour une analyse de contenu, mais ce n'était pas vraiment une analyse de contenu iconographique sur lequel il travaillait, donc j'ai vraiment fait ressortir les points qui pouvaient être transversaux à une analyse iconographique. Et ensuite, on avait Park et Henley et Lim et Harel, donc ils ont travaillé sur la notion d'archétype, ce qui m'intéressait beaucoup au vu des cartes proposées par le jeu, à savoir d'abord les archétypes narratifs, ce qu'on trouve, le fait qu'il y a toujours des protagonistes, des vilains, une certaine présence d'une force intellectuelle, mais aussi d'une force physique dans certains personnages, et puis de l'autre côté, des archétypes vraiment liés à l'univers heroic fantasy, à savoir par exemple le magicien, la magicienne, les bardes, les guerriers ou d'autres types. Personnellement, au cours de mon analyse, il n'y a pas eu la nécessité de créer d'autres catégories que celles que j'avais fait ressortir pour le rôle narratif principal. Donc, c'est pour ça qu'il y avait vraiment un intérêt méthodologique à cette grille qui est relativement exhaustive pour pouvoir travailler les questions de genre dans le jeu Heroic Fantasy. Et donc, notre analyse de contenu, qu'est-ce qu'elle a permis de mettre en exergue? Premièrement, que oui, il y a bien une surreprésentation masculine des cartes. J'ai préféré laisser un genre indéterminé quand il pouvait y avoir en fait une expression de genre stéréotypée avec des catégories, enfin avec des points féminins et masculins pour éviter de moi-même présumer du genre d'un personnage. Et donc, je me suis vraiment basée, c'est ça, sur l'expression de genre à travers les stéréotypes de genre conceptualisés par Kite notamment. Ensuite, par rapport à la deuxième hypothèse, elle est aussi validée. Donc, les représentations iconographiques sont liées aux stéréotypes de genre, mais il y avait toujours des nuances à apporter. Premièrement, liées au type de jeu, parce que dans un jeu Heroic Fantasy, il y a beaucoup de fonctions guerrières, il y a beaucoup de personnages qui sont actifs, notamment quand vous êtes vous-même protagoniste de votre narration. Donc, il y avait un certain sens par rapport à ça. Mais il y avait aussi la notion de sexualisation pour laquelle il fallait apporter une nuance, parce que oui, il y avait une certaine sexualisation des figures féminines, mais ça concernait une minorité de figures féminines, et c'était beaucoup plus lié à l'accentuation de formes, comme par exemple la poitrine, plutôt qu'à une sexualisation, enfin plutôt qu'à des personnages qui seraient avec plus ou moins de nudité. Ensuite, le deuxième point, et donc là on rentre vraiment dans l'étude de réception pour se tourner sur comment les jeunes femmes adultes reçoivent ce contenu, était aussi en deux temps, avec premièrement une observation, donc il y a eu l'organisation de 3 séances de jeu, avec à chaque fois 4 joueuses, donc un total de 12 joueuses, et pendant ces observations qui étaient directes, je n'y participais pas, mais je notifiais tous les éléments qui étaient assez importants, je me suis basée sur la grille que nous propose Derez pour pouvoir justement observer les différents faits qui peuvent se dérouler au cours d'une observation et facilement les traiter par la suite. Ce qui ressortait par rapport à ça, c'était que pendant les séances, les joueuses n'exprimaient pas de remarques spontanées sur les stéréotypes de genre des personnages ou sur le genre en général des personnages. Il y avait vraiment une focalisation sur la mécanique de jeu, sur le fait de comprendre les règles, sur le fait de s'assurer que tout le monde avait bien compris les mêmes règles, mais aussi la réussite de défis et l'optimisation stratégique. C'était vraiment en fait ce qui ressortait.
Quand il y avait des critiques ou quand il y avait justement des interactions qui sortaient du cadre de cette mécanique, c'était vraiment lié aux autres références populaires partagées par les joueuses. On a eu par exemple le cas d'une carte avec un château dans le ciel, un château qui avait l'air de voler, et l'une des participantes disait « Ah, ça me fait beaucoup penser au château ambulant de Ghibli ». Donc voilà, il y avait une incorporation d'autres références populaires et culturelles, mais vraiment dans une optique plus d'interaction sociale, pas d'optimisation stratégique, pas de lien direct avec l'action de jeu, mais vraiment pour pouvoir entretenir les interactions sociales de manière plus informelle entre les joueuses, vu qu'elles ne se connaissaient pas, ce qui est aussi important à préciser. Par rapport ensuite aux entretiens, là ici le point c'était vraiment d'aller voir en one-to-one comment les joueuses avaient perçu justement et avaient reçu ces différentes représentations avec 3 volets importants. Premièrement, pour confirmer la troisième hypothèse ou l'infirmer, est-ce que les joueuses se sont reconnues dans les personnages à travers des questions liées vraiment à la projection identitaire? Puis un deuxième point lié à la réception, donc est-ce qu'elles ont remarqué des différences entre les représentations féminines, masculines? Est-ce qu'elles pouvaient aussi décrire des cartes? Donc j'avais choisi justement 3 cartes pour cette question, 3 cartes qui étaient les mêmes pour l'ensemble des joueuses. Et en fait, elles me devaient, je leur demandais juste, décrivez-moi ces personnages. Et en fait, on voyait à l'issue de cette question qu'il y avait des gens qui s'axaient beaucoup plus sur la représentation physique, d'autres qui s'axaient beaucoup plus sur la scène plus narrative qui était en jeu, et moins sur les personnages qui la constituaient. Et ensuite, le troisième point, c'était vraiment pour pouvoir voir s'il y avait des interprétations, s'il y avait aussi surtout des pistes d'interprétation qui ressortaient au cours des entretiens, en demandant quelles étaient justement, par exemple, leur posture sur les questions de genre. Donc, si elles se considéraient comme féministes ou militantes, c'était des questions qui venaient en toute fin, évidemment, de guide d'entretien, de manière à ne pas conditionner le reste de leurs réponses précédentes, mais aussi plus en lien avec leur expérience médiatique globale si elles retrouvaient des généralités dans les stéréotypes de genre entre représentation féminine et masculine. Ce qu'il s'est passé à la suite de ces entretiens, c'est qu'on a remarqué que la critique, elle émerge. Elle émerge, elle est très explicite, elle est argumentée. Donc à chaque fois, les joueuses ne disaient pas tout simplement oui, il y avait plus de représentation féminine ou masculine, mais elles argumentaient beaucoup en disant que elles ne trouvaient pas que c'était réaliste. Elles trouvaient qu'il y en avait peu qui étaient présentes. Quand elles sont présentes, elles sont évidemment jolies, sexy ou avec un décolleté. Enfin voilà, il y avait vraiment une argumentation explicite provenant directement en fait des joueuses lorsqu'on leur posait des questions en fait à ce propos. Et donc on constate que par rapport à l'acceptation perçue en séance, la réception est beaucoup plus négociée et beaucoup plus nuancée, où en fait les joueuses elles acceptent de jouer avec ces stéréotypes, mais elles ont conscience de leur nature et elles ont conscience du fait de porter un regard critique sur ces différents stéréotypes. Et notamment dans leur argumentation, pour faire un parallèle avec ce qu'il se passait en séance de jeu, il y avait cette mobilisation d'autres références culturelles et surtout d'autres expériences médiatiques antérieures pour pouvoir justement montrer certaines attentes négatives préalables qu'elles avaient sur le contenu, en disant par exemple « Ah oui, j'ai l'habitude de jouer avec des jeux de type jeu de rôle et je sais que c'est un univers très sexiste. » Ou alors par exemple « Ah oui, je lis beaucoup de mangas et les formes des femmes sont toujours exagérées, sont toujours très sexualisées. » Et donc, il y avait cette réception qui s'inscrivait dans leur consommation médiatique beaucoup plus globale, en fait. Et donc, par rapport à la discussion, premièrement, est-ce que le jeu était un jeu stéréotypé? Ben, oui, il est bien conforme aux stéréotypes, mais il y a, comme je vous l'ai dit, notamment à cause du fait que c'est un jeu heroic fantasy et donc qu'il y a une certaine activité des personnages quand on est protagoniste de sa narration, la présence de contre-stéréotypes, notamment des femmes guerrières. Donc la fonction guerrière, c'était la première fonction aussi occupée par les personnages féminins. Et ce qu'expliquaient notamment les joueuses au cours des entretiens, c'est qu'elles remarquaient que c'était stéréotypé, mais elles avaient l'impression qu'à travers ces contre-stéréotypes que parfois elles pouvaient mettre elles-mêmes en exergue, c'était conforme à ce qu'elles percevaient comme étant une évolution
globale dans les représentations féminines. Donc, c'est-à-dire, elle dit, oui, j'ai l'impression que, en réfléchissant sur les différents médias que je consomme, il y a de moins en moins, par exemple, de personnages caricaturalement un peu comme Lara Croft dans les premières versions du jeu, avec une poitrine vraiment plus que prédominante, une taille plus que fine et aussi des fesses plus que proléminentes. Et donc, elle disait, on remarque qu'il y a une amélioration sur cette notion de stéréotype, mais que pour autant, c'est pas pour ça qu'ils ne sont plus en présence ou qu'ils ne sont plus... Enfin voilà, qu'ils ne sont plus en présence au sein du jeu, et donc il y a quand même une forme d'amélioration, même si ce n'est pas une amélioration qui est finale et qui est encore sujette à amélioration. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer lors de l'étude de ces différentes cartes, parce qu'à chaque fois vous aviez le nom de dessinatrices en dessous des cartes, c'était qu'il y avait très peu de femmes impliquées justement dans le processus de production de ces mêmes cartes. Et donc, on peut imaginer que s'il y avait davantage de femmes impliquées dans ce processus de production, elles auraient pu beaucoup plus amener leur propre expérience féminine, leur propre expérience justement liée aux stéréotypes de genre dans les univers heroic fantasy, et peut-être moins partager ces notions stéréotypées. Et ensuite, lié justement à l'identification des joueuses par rapport à la troisième hypothèse, en fait, on remarquait que non, les joueuses ne s'identifient pas aux personnages à travers leur similarité physique, mais lorsqu'elles s'identifiaient, c'était par rapport à un besoin de résonance, c'est-à-dire qu'elles disaient « Ah oui, je suis quelqu'un qui est très artiste ». Et donc, avoir des personnages qui sont plus en lien avec les métiers de la musique ou de l'art, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que je m'y retrouvais dedans. Ou alors, quelqu'un nous expliquait « Ah, je me suis amusée à réaliser en fait une petite narration dans ma tête par rapport à mon personnage, et en fait, j'y ai implémenté des traits de ma personnalité ou par exemple des traits de caractère ». Et donc, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que cette identification qui est exprimée dans un deuxième temps au cours des entretiens, elle ne l'est pas dans le premier temps au cours de la séance de jeu, car il y a vraiment eu une priorisation de l'optimisation stratégique. Donc, quand on en parlait justement en entretien, les joueuses disaient « je n'ai pas pris le temps de faire attention en fait aux représentations sur les différentes cartes, parce que mon objectif, c'était vraiment de gagner. Donc, ce que je regardais sur les cartes, c'était avant tout les avantages que ces différentes cartes pouvaient m'apporter. » Et donc, comme je vous le disais, il y avait aussi certaines attentes négatives où, avant même d'être confrontées aux représentations, les joueuses disaient « Ah ben, je m'attends à ce que ça soit quand même assez sexiste du fait que c'est un jeu heroic fantasy et qu'en tant que femme, j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans ces représentations du fait d'avoir déjà joué dans de l'heroic fantasy, mais de manière dans un univers très stéréotypé, et donc je n'ai pas d'attente positive par rapport à ces représentations. » Et donc, quid de la réception négociée in fine? Il y avait bien en fait une critique argumentée, et en fait, il y avait ce mutisme sélectif que j'ai mis en exergue pendant les séances. Ce que je voulais dire par là, c'était que on voit à travers la littérature scientifique que ce milieu de jeu, Heroic Fantasy, est un univers qui est encore souvent masculin. Et donc, on constate que quand il y a la possibilité d'émettre des critiques, notamment des critiques qui risquent de ne pas faire l'unanimité autour de la table, elles ne sont souvent pas exprimées, parce que justement, les joueuses, ne se connaissant pas, ne connaissaient peut-être pas non plus les positions idéologiques des différentes joueuses, et donc ne voulaient pas forcément avoir une critique qui pouvait être polarisante pour le bien du reste de la séance de jeu. Et donc, comme je vous le disais, il y a aussi cette réception qui était conditionnée à la motivation d'action. Donc, vu qu'en séance de jeu, l'objectif c'était de gagner, toute la réception justement des cartes était conditionnée à cette optimisation stratégique. En entretien, l'objectif c'était juste d'exprimer leur opinion par rapport aux questions que je posais. Et donc, on voit qu'il y a une motivation d'action qui diffère. Et donc, en conclusion, alors oui, le jeu, l'étude indique que les représentations de genre sont bien conformes aux stéréotypes, bien qu'il faille y apporter de la nuance, que les joueuses, elles suspendent donc temporairement leurs critiques en contexte, mais en fait, elles les formulent et elles sont très précises, elles sont très argumentées, et souvent, elles se basent sur leur expérience de consommation médiatique
antérieure. Donc en fait, on voit vraiment que la consommation médiatique n'est pas en fait le fait d'un moment T, mais c'est vraiment un continuum dans lequel elle pioche différents artefacts pour pouvoir construire en fait leur grille inconsciente d'analyse de contenu. Et c'est pour ça qu'il pourrait être très intéressant de s'orienter sur les mécanismes cognitifs justement qui sont en jeu lors de la formulation euh, de ces différentes réceptions, notamment sur le fait de comment en fait elle mobilise ces différents artefacts pour pouvoir exprimer une critique par la suite ou au cours du jeu, pourquoi elle ne le mobilise pas par rapport à différentes excusez-moi, pourquoi elle ne les mobilise pas et quelles sont les conditions qui rentrent en jeu dans ces situations. Donc voilà, je vous ai mis ici la bibliographie vraiment raccourcie. Si vous êtes intéressé de lire l'étude en elle-même, je serais ravie de vous la partager. Et donc voilà, est-ce que vous avez éventuellement différentes questions? Merci beaucoup pour votre écoute. Ben écoutez, merci beaucoup pour votre question. En fait, c'est quelque chose qui a émergé dans justement les critiques de la recherche que j'ai formulée dans le manuscrit. C'était un parti pris de la non-mixité pour cette recherche, parce qu'en fait, mon objectif, c'était vraiment d'aller interroger cette population par rapport à un objet qui est encore caricaturalement masculin et de leur donner un espace dans lequel elle pourrait se sentir justement safe de pouvoir émettre éventuellement ces différentes critiques. Donc c'était vraiment en fait lié à un parti pris, mais effectivement ça fait partie aussi des pistes de recherche postérieure que l'on pourrait avoir, c'est d'interroger en fait différents groupes, notamment le groupe masculin que vous soulevez très bien, mais aussi des personnes qui ne s'identifient ni en tant que femmes ni en tant qu'hommes, mais beaucoup plus justement sur le spectre du genre. Par exemple, des personnes non binaires ou des personnes qui ont vécu une transition de genre aussi. Et donc, c'est effectivement très intéressant et ça pourrait soulever justement d'autres stéréotypes en jeu parce que je reste aussi avec mon propre biais en tant que femme. Et donc, je ne me rends peut-être pas forcément compte aussi de certains stéréotypes pour les hommes. Mais effectivement, c'est un très bon point que vous soulevez. Et c'était effectivement un point que nous avions également soulevé dans les pistes de recherche postérieures par rapport à cette étude. Ben, merci beaucoup pour la question également. Alors en fait, là ici, j'ai comme cité dans la présentation qui a été faite à mon sujet, je suis encore assistante de recherche, donc je suis beaucoup conditionnée aux différents financements que je pourrais recevoir. Mais ici, normalement, je vais démarrer une thèse, mais qui porte plus sur les représentations stéréotypées dans le cadre des personnages de pop culture dans les films de pop culture, mais justement les personnages qui sont issus du monde du jeu. Donc par exemple Barbie, Lara Croft, Princess Peach, enfin voilà. Mais donc je n'aurai malheureusement pas l'occasion à court terme d'envisager de réaliser cette étude, mais c'est effectivement quelque chose qui serait très intéressant de voir à plus long terme, notamment comme vous le soulevez très bien, la notion justement que se passerait-il avec différents genres autour de la table, parce que c'est quelque chose où on voit qu'il y a beaucoup justement comment dire, de réactions différentes, que ce soit peut-être les femmes qui prendraient moins la parole, parce que justement, encore tout à l'heure, dans une réunion, je me faisais la réflexion que les femmes ne prenaient pas proactivement la parole, parce que il y a ce biais dans la socialisation et dans l'éducation du fait qu'on n'a pas forcément poussé par rapport aux hommes qui vont plus prendre la parole pour juste communiquer une impression qu'un point de vue argumenté. Mais donc, c'est un très bon point que vous soulevez et ça serait très très intéressant de pouvoir étudier ça par la suite. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas discuté au cours de la présentation, donc merci beaucoup de soulever ce point. Alors en fait, le recrutement a été effectué sur la base du fait que les joueuses étaient familières à des jeux de stratégie ou en tout cas à des jeux qui ont une certaine complexité, parce qu'en fait, le jeu Call to Adventure prend
quand même pas mal de temps pour pouvoir l'apprivoiser correctement parce que les mécaniques sont vraiment multiples. Je vous invite vraiment à essayer d'y jouer parce que c'est un jeu très très intéressant. Et donc, l'objectif, c'était avant tout d'avoir des joueuses qui étaient familières à ces univers de jeux de stratégie et de jeux assez complexes. Et donc, il n'y a pas eu forcément un recrutement par rapport aux intérêts culturels des joueuses dans le cadre des mangas ou autres, mais en fait, dans chaque groupe, nous avions des joueuses qui soit étaient familières aux jeux de rôle, ou alors qui étaient justement familières de l'univers des mangas, mais on remarquait que quand il y avait prise de parole quand il y avait une prise de parole justement pendant les séances de jeu liées à des différentes connaissances culturelles, c'était souvent des choses qui faisaient pas l'unanimité, mais qui étaient vraiment common knowledge entre les différentes joueuses. Donc on avait par exemple des cartes liées à tout ce qui était vampire et loup-garou, et les joueuses ont parlé de Twilight. Donc en fait, voilà, on voyait qu'il y avait cette mobilisation d'une culture en fait qui était présumée commune entre les différentes joueuses, mais pas forcément en lien directement avec les mangas. Là d'ailleurs, on voit que vu que c'est peut-être plus spécifique, c'était quelque chose qui émergeait plus en entretien par rapport au Château Ghibli, qui là, vu que c'est un film d'animation, ça a été présumé comme plus connu de l'ensemble des joueuses en séance.